toutes et à tous. Écoutez, je suis ravi d'être accueilli dans les locaux d'AptiSkills à Marseille ce matin pour vous parler. Et surtout, je suis hyper content de vous parler du sujet qui est devenu un peu mon combat depuis 5 années maintenant, à savoir la défense de notre environnement. Et aujourd'hui, on va plutôt plus particulièrement s'intéresser à la transition bas carbone face au réchauffement climatique. Alors, en quelques mots, moi, je suis Benjamin de Molien, j'ai 35 ans, j'habite à Marseille, je suis breton. Alors ça, c'est pas une information capitale, hein, on s'en fout, mais moi, je suis comme tout breton, j'en suis fier, donc donc ça me fait plaisir de vous le dire. Et aujourd'hui, à travers mon projet Expédition Zéro, j'ai envie de vous parler de quoi? De changement climatique. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais vous faire un petit rappel de ce que c'est que ce changement climatique, même si on va pas rentrer forcément à fond dans les détails sur le phénomène et les mécanismes, puisque c'est pas tant l'objet de la présentation, mais plutôt on va s'intéresser à quelle réponse on doit donner à ce changement climatique, donc en quoi on doit toutes et tous tendre vers une vie, un mode de vie bas carbone. Après, je vous parlerai de comment moi, j'ai opéré ce changement, comment j'essaye d'embarquer le plus grand nombre dans cette transition vers un mode de vie plus sobre, plus décarboné. Et enfin, l'idée, c'est de vous partager quelques clés et quelques méthodos pour que vous puissiez passer à l'action. Donc voilà un peu le programme de cette présentation. La présentation, elle sera ponctuée de quelques questions sous forme de sondage. Vous allez voir, ça va apparaître bientôt et vous serez invité à utiliser votre téléphone, à rentrer dans votre moteur de recherche, slido.com, et après, vous serez guidé, ça prend vraiment 2 clics. Et ça permet de rendre un peu l'expérience plus interactive que juste moi qui parle pendant 1 heure derrière mon écran. Sachant qu'en plus, là, je vous vois pas, moi, je vois mes slides, donc c'est un peu spécial, mais c'est pas grave, ça va le faire. Bref, qu'est-ce que c'est que Expédition Zéro? Alors, Expédition Zéro, c'est un projet que j'ai lancé il y a 2 ans et demi maintenant. Et donc, l'objectif, c'est quoi? C'est tout simplement de rendre cool et populaire la transition écologique. Parce que voilà, c'est un sujet qui est plutôt anxiogène, hein, culpabilisant et clivant, alors que ça peut être une formidable aventure. Donc l'idée, c'est vraiment de populariser ça, de rendre ça désirable et aussi d'inciter le plus grand nombre à passer à l'action, à changer son comportement vis-à-vis de cette situation. Alors comment je m'y prends? J'ai 3 modes d'action. Mon premier mode d'action, c'est de réaliser des aventures sportives itinérantes que j'appelle les expéditions zéro, et pour lequel je respecte autant que possible 3 règles, plutôt 3 zéros. Donc produire 0 déchet, acheter 0 matériel neuf et avoir 0 empreinte carbone. Alors bien sûr, je suis pas un super zéro. L'idée, c'est d'essayer et surtout, c'est d'utiliser les émotions que génère le sport et l'émerveillement que nous procure cette magnifique nature qui nous entoure, pour populariser des principes de vie décarbonée, des principes de sobriété, comme voyager en train plutôt qu'en avion, d'acheter du matériel seconde main, de manger végétarien, d'être un peu dans le minimalisme, voilà, de faire du 0 déchet. Donc tous ces gestes qui vont un peu décarboner, améliorer l'empreinte environnementale de nos voyages, de nos expériences touristiques. Alors si j'ai choisi cette forme d'aventure, déjà c'est parce que je kiffe ça, hein, clairement. Moi, l'aventure sportive, c'est un gros kiff depuis longtemps, et aussi c'est tout simplement pour montrer que cette aventure, cette expérience vers une vie plus décarbonée, ça peut être cool. En fait, c'est pas juste synonyme de punition, c'est aussi super excitant quand on prend les choses par le bon bout. Alors le deuxième mode d'action que j'utilise pour sensibiliser, c'est des opérations citoyennes que je lance et que j'anime sur les réseaux sociaux.
Par exemple, des défis, des éco-défis sous forme de petits gestes, comme, aller ramasser les déchets autour de chez soi, passer au compost, prendre son vélo pour aller au boulot, nettoyer ses données informatiques, ou encore, faire un repas le midi, veggie. Et l'idée, c'est que ces petits gestes, ils vont pas changer le monde, clairement, mais ils ont le mérite d'être simples, accessibles, pour que le plus grand nombre s'en empare et puisse passer en fait, d'acteur de la solution et non plus seulement observateur du problème. Donc ça, c'est le deuxième mode d'action. Pourquoi je fais 3 mois? Et le dernier mode d'action, c'est ça, c'est de donner des conférences, dans les entreprises, dans les administrations, mais aussi des conférences publiques, comme aujourd'hui, qui sont ouvertes et animer des ateliers, de team building, d'intelligence collective. Voilà, toujours dans ces organisations. Et pourquoi? En fait, au-delà d'être, mon gagne-pain, hein, forcément, ce troisième volet, il me permet d'aller toucher les entreprises et les administrations. Or, on a énormément besoin, de ces 2 strates de la société, en plus des citoyens, pour espérer réussir cette transition vers un monde bas carbone. Parce que, les entreprises, elles ont le pouvoir, en fait, de, changer nos modes de production et d'influencer énormément, nos modes de communication. On le voit avec le pouvoir de la pub, hein. Et les administrations, elles ont le pouvoir de changer les règles du jeu. On l'a bien vu avec la crise du Covid. En quelques jours, quand une vingtaine de personnes influentes, à savoir des grands dirigeants du monde ou dirigeantes, ont pris la décision de changer les règles du jeu, de toutes et tous nous confiner, ça a été très vite. Donc cette capacité-là, il faut qu'on puisse l'exploiter pour la transition bas carbone. Et donc moi, mon but, c'est d'aller les interpeller à travers des conférences et des ateliers pour les embarquer dans cette transition. Donc voilà un peu les 3 modes d'action de ce projet Expédition Zéro que je porte et qui m'occupe à plein temps depuis 2 ans et demi. Et peut-être avant de rentrer un peu plus dans les détails de cette présentation, j'ai une première question pour vous qui concerne l'un des enjeux majeurs de cette crise environnementale, qui n'est pas le changement climatique, mais la pollution plastique. Et donc cette question, c'est la suivante. À votre avis, quelle quantité de déchets plastiques se déversent toutes les minutes, dans l'océan? Donc alors là, ce que je vous invite à faire, et j'espère que ça va marcher, si ça ne marche pas, au pire, je vous donnerai la réponse, mais c'est d'ouvrir dans votre moteur de recherche slido.com, et vous allez taper ça et vous allez voir un champ où vous avez à rentrer le code que vous voyez ici sur l'écran en bas à gauche. Donc je vous invite à rentrer ce code et vous allez tomber sur le questionnaire et pouvoir y répondre. Donc je vérifie, je me permets de vérifier que tout est bon. Est-ce que... Alors attendez, tac. Pardon. Voilà. Voilà, boum, ça marche, parfait. Voilà, donc n'hésitez pas, je ne sais pas si vous arrivez à répondre. Je vois que ça commence à répondre, donc ça veut dire que ça marche. J'ai 7 participants, j'en ai 8. Donc là, vraiment, la question, c'est toute simple, hein. De toute façon, il y a plein de personnes ne sait vraiment cet ordre de grandeur. Donc il n'y a pas de mal si vous vous plantez. Mais pour rappel, vous rentrez slido.com dans votre moteur de recherche, vous tapez le code que vous voyez affiché en bas à gauche. Là, vous allez le sondage va apparaître et vous pouvez répondre à cette question multi-choix. Donc voilà, j'ai 17 personnes qui ont répondu. Je vois qu'il y a une petite tendance pour la première option. Donc voilà, la quantité de déchets plastiques qui se déversent toutes les minutes. Toutes les minutes. Donc je vous laisse encore 30 secondes pour répondre, histoire que tout le monde prenne un peu en main l'outil. Si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave, hein, on va, de toutes les façons, donner la réponse, ça ne va pas changer grand-chose à la présentation. Donc là, je commence à avoir presque une trentaine de personnes qui répondent. Alors, je ne sais pas qui a répondu, je vois que c'est assez serré entre 420 tonnes et 20 tonnes. Je ne sais pas qui a répondu 420 tonnes. Mais ce n'est pas la bonne réponse. La bonne réponse, c'est 20 tonnes. C'est 20 tonnes de déchets plastiques qui se déversent toutes les minutes dans l'océan.
Alors franchement, j'imagine ce chiffre, il vous dit pas grand-chose, mais pour vous donner un ordre de grandeur, donc je passe à la slide suivante. Pour vous donner un ordre de grandeur, 20 tonnes, c'est l'équivalent du contenant d'un camion poubelle comme celui que vous voyez sur la photo, qui se déverse toutes les minutes dans l'océan. Donc en fait, pendant une présentation d'1 heure là que je vais vous faire, et ben, il y a 60 camions poubelles sur terre qui vont déverser leurs contenants dans notre océan. Pour les enfants, j'aime bien dire, c'est l'équivalent du poids en déchets de 3 éléphants. Je sais pas si ça vous parle plus comme, comparaison d'ordre de grandeur et surtout, je sais pas ce que ce chiffre il vous fait, mais moi la première fois que je l'ai entendu, bah, quand même ça m'a un peu choqué. Ça m'a fait l'équivalent d'un bon coup de poing dans la gueule, quoi. J'ai pris un 1er électrochoc, environnemental avec ce chiffre et cet électrochoc, je l'ai pris, quand j'habitais à San Francisco. À l'époque, je travaillais, dans la Silicon Valley, dans la Startup Nation plus, comme j'aime, j'aime l'appeler. J'étais parti là-bas pour, voilà, développer, l'offre commerciale d'une startup qui organise des hackathons, si ça vous parle, c'est compétitions de développeurs, pour les grands groupes américains. Donc, je faisais des hackathons pour Google, Citigroup, pas mal de boîtes. Je menais la belle vie. Franchement, je kiffais, comme vous pouvez le voir sur la photo, je passais, le plus clair de mon temps, non pas au bureau, c'est peut-être pour ça que j'étais pas l'employé du mois, mais sur l'eau, à faire, ce que je kiffe, à savoir, du surf et du kite. Parce que moi, l'océan, j'ai grandi au bord de la mer en Bretagne et c'est vraiment, une grosse partie de ma vie et franchement, c'était juste, sympa. Mais le jour où j'ai pris cette claque sur les 20 tonnes de déchets, et que j'ai réalisé qu'en fait, nous les humains, on était en train de détruire ce qui pour moi a le plus de valeur et ce qui me rend le plus heureux au quotidien, à savoir l'océan, bah, ça m'a mis super mal en fait, ça m'a révolté. Et donc j'ai fait un peu des recherches, je me suis renseigné sur le sujet, j'ai creusé, j'ai vu l'ampleur de la catastrophe et là, il y a une sorte de dissonance cognitive qui s'est créée en moi entre, bah, la mission de mon travail, d'aller vendre des hackathons à des boîtes qui étaient super riches pour recruter des développeurs, faire je sais pas, des nouvelles fonctionnalités, dans Instagram ou Facebook, versus, bah, cette urgence, plastique, en fait et à tel point que ça m'a vraiment déprimé et donc j'ai décidé de quitter, ce job un peu de rêve, très bien payé à San Francisco. Je suis rentré en France et j'ai cherché à m'impliquer à plein temps dans la lutte contre la pollution plastique. Et rapidement, je suis tombé sur 2 officiers de la marine marchande qui lançaient un projet qui s'appelle Plastic Odyssey. Alors peut-être que vous en avez entendu parler. C'est un tour du monde sur un navire qui va durer 3 ans et ce tour du monde est parti d'ailleurs de Marseille, des docks ici en face, des bureaux d'AptiSkills. Donc c'est un tour du monde, qui a pour but d'aller diffuser, et améliorer des solutions de recyclage et de réduction des déchets plastiques, mais pas n'importe quelle solution, c'est des technologies qui se veulent low tech, donc c'est l'inverse des high-tech. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire facilement réparable. Voilà, ça va être de la mécanique plutôt que de l'automatique, et aussi des solutions qui se veulent open source, donc libres de brevets, pour que tout le monde puisse se les approprier, les dupliquer, les adapter à ses problématiques locales. Donc ce tour du monde, il est parti il y a 1 mois, il va longer les côtes les plus touchées par ce fléau. Alors on parle principalement des côtes africaines, Amérique du Sud et Asie du Sud-Est. Ça ne veut pas dire que c'est eux les plus responsables du problème, mais c'est eux qui ont le moins d'infrastructures et qui ont besoin d'outils pour bah, mieux gérer ces déchets. Et l'approche de Plastic Odyssey, c'est de dire bah, on va montrer les modèles économiques pour régler ce problème écologique. Parce que là-bas, les considérations bobo écolo, bah, il y a vraiment d'autres choses à faire, quoi. Il y a d'autres problématiques dans la vie. Et bref, voilà, donc j'ai passé 3 ans, moi, dans ce projet en tant que cofondateur. C'était une expérience super enrichissante. On a construit ce petit bateau que vous voyez là, alors qui n'est pas le bateau qui va faire le tour du monde, je vous rassure, hein, c'est un bateau beaucoup plus gros qui fait 40 mètres. J'ai adoré, mais au bout de 3 ans, j'ai quitté l'aventure et pour plusieurs raisons. Il y a eu plein de raisons, il y a eu, voilà, des raisons aussi humaines, mais il y a 2 raisons qui ont un peu façonné, mon projet actuel, Expédition Zéro. La première raison, c'est qu'on se rendait compte au fur et à mesure de nos rencontres, voilà, de nos échanges, bah, qu'on nous voyait un peu comme des géotrouve-tout, des sortes d'Elon Musk, de la pollution plastique qui allaient résoudre en fait ce problème à grands coups de baguette technologique.
Or, en discutant en fait avec des anthropologues, avec des chercheurs, et en se creusant un peu le sujet de la sobriété, on s'est rapidement rendu compte que la technologie ne suffirait pas du tout à nous sortir de cette crise, que cette idée, portée notamment par des gens comme Elon Musk, que l'innovation et l'efficacité, notamment une efficacité énergétique, suffisent à résoudre nos problèmes environnementaux sans un changement de nos modes de vie, bah, c'est faux en fait. Là, il nous faut absolument coupler nos innovations et cette efficacité énergétique avec de la sobriété, avec donc une baisse de nos consommations et un changement de nos comportements. Et notamment avec une baisse de nos consommations plastiques, dans le cas de Plastic Odyssey. Donc moi, il y avait un peu ce malaise de dire on a une solution technique pour aller résoudre un problème qui est en fait avant tout comportemental, sociétal, idéologique. Donc depuis, Plastic Odyssey a aussi changé la mise et a intégré cette dimension-là. Mais il y avait un autre problème quand même qui me questionnait et qui nous questionnait tous d'ailleurs dans le projet, c'est que pour résoudre ces problèmes de pollution plastique, ben, on était en train de développer et chercher à diffuser à grande échelle des machines thermiques. Donc des machines qui marchent avec du carburant, avec des combustibles. Par exemple, vous voyez cette machine très bizarre là sur l'écran, c'est une pyrolyse qui permet de transformer le plastique en carburant, parce que le plastique, c'est issu en fait de la polymérisation de produits pétroliers. Et ce qui est intéressant, c'est que par une chauffe sans oxygène, on peut ramener le plastique à son état d'origine, donc on peut réobtenir des huiles de combustible, de l'essence et du diesel, et faire tourner un générateur, et donc faire tourner notre petit bateau. Donc c'est hyper intéressant, mais tout ça, ça produit quoi? Bah, ça nécessite du carburant ou carrément, ça en produit. Donc on se disait un peu, bah, en focusant sur résoudre la pollution plastique avec nos solutions, bah, on se rendait compte qu'on est en train d'accélérer un autre problème. Et cet autre problème, c'est quoi? Bah, c'est le changement climatique. Alors pourquoi en fait on contribue au changement climatique? Alors là, je suis pas là pour vous faire une fresque du climat, si vous voyez cet atelier qui vous explique tout le mécanisme et les causes et les conséquences, mais dans les grandes lignes, en fait, qu'est-ce qui se passe? Le changement climatique actuel, il est à 99%, c'est un changement dit anthropique, c'est-à-dire lié aux activités humaines. Ça, c'est le GIEC, donc le groupe intergouvernemental des experts du climat, qui nous le dit, et depuis des décennies, c'est vérifié. Donc, le changement climatique actuel, il est lié aux activités humaines. Et quelles sont les activités humaines qui posent le plus problème? Eh ben, la plus grosse, c'est la combustion des énergies fossiles, donc à savoir le pétrole, le gaz et le charbon. Et pourquoi? Alors, il y a aussi la déforestation, mais la majorité vient de la combustion de nos énergies fossiles. Et pourquoi? Bah parce qu'en fait, ces énergies fossiles, elles libèrent du dioxyde de carbone, qui est du CO2, qui est un gaz à effet de serre. Et donc, ce gaz, quand il est libéré, il part où? Il part du sol, en fait, dans l'atmosphère. Et dans cette atmosphère, qui est une baignoire fermée, comme vous pouvez le voir sur cette photo, eh ben, il vient stagner et il vient surtout faire quoi? Comme c'est un gaz à effet de serre, il a le pouvoir de capter les rayons ultraviolets du soleil, pardon, et donc de capter leur énergie et leur pouvoir réchauffant. Et donc, il vient emprisonner de la chaleur dans cette espèce de couette qui est notre atmosphère, et ça a pour conséquence, bah, tout simplement, de réchauffer la planète. Alors, il y a une partie de ces gaz à effet de serre, parce qu'il y a le dioxyde de carbone qui vient des énergies fossiles, mais il y a aussi le méthane qui vient de l'agriculture, notamment, vous savez, le fameux roux épais de nos vaches par fermentation entérique. Il y a aussi le protoxyde d'azote qui, lui, vient des engrais. C'est un peu les trois grands gaz à effet de serre auxquels on fait face et qui réchauffent notre atmosphère. Il y a une partie qui part, en fait, qui est captée par des puits de carbone. Donc, comme puits de carbone sur Terre, on a l'océan qui prend à peu près un quart des émissions de gaz à effet de serre qu'on libère. Il y a les végétaux, les forêts, qui récupèrent un quart aussi de nos émissions. Et le reste, la moitié, bah, reste en fait en stagnation dans l'atmosphère qui se réchauffe. En fait, depuis 1850, le début de la révolution industrielle, notre atmosphère, il s'est réchauffé de 1,2 degré, la température de la Terre. Donc, 1,2 degré, ça peut paraître peu, mais c'est la température moyenne. Il faut savoir que depuis le dernier ère glaciaire, donc il y a 10 000 ans, la Terre ne s'était réchauffée en 10 000 ans que de 5 degrés de température moyenne. Donc en 10 000 ans, on a gagné 5 degrés par des phénomènes naturels, parce que le réchauffement climatique, c'est aussi un phénomène naturel,
Mais là, en 250 ans d'activité humaine, on a gagné 1,2 degré et des prévisions du GIEC nous disent qu'on peut aller jusqu'à plus 3,5, voire jusqu'à 5 degrés d'ici 2100. Donc en 250 ans, on est parti pour gagner autant qu'en 10 000 ans à cause des activités humaines. Donc ça, c'est extrêmement inquiétant parce qu'en fait, le réchauffement, il entraîne plein de phénomènes. Il entraîne notamment ce que le réchauffement fait, c'est qu'il accélère, il amplifie les aléas naturels. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il amplifie par exemple la fonte des glaciers, donc la montée des eaux. Mais la montée des eaux, elle est aussi due au fait que avec le réchauffement, les particules dans l'océan, elles se dilatent. Donc il y a un double phénomène de montée des eaux dû au réchauffement climatique. Il amplifie ça, il amplifie les phénomènes de sécheresse, les canicules et les incendies, comme on l'a pu le voir cet été. Là, c'est une photo qui a été prise en Gironde, où on a eu des énormes incendies qui nous ont tous marqués. Et il faut savoir que tous ces phénomènes peuvent arriver sans réchauffement, mais sont extrêmement amplifiés, leur probabilité, à cause du réchauffement. Alors, face à ça, qu'est-ce qu'on peut faire, en fait? Face à ça, l'humanité n'a pas 36 choix. La première action, la plus importante, bien au-delà d'essayer de créer des nouveaux puits de carbone, c'est de réduire drastiquement nos émissions de CO2. Il faut absolument qu'on réduise nos émissions, donc il faut qu'on arrête notamment de brûler des énergies fossiles. Alors, réduire, oui, mais jusqu'à quel point? Et c'est là où on a besoin d'une boussole, c'est là où on a besoin d'un guide. Et ce guide, c'est le bilan carbone. En fait, il nous faut un niveau, il faut qu'on connaisse des chiffres, pour savoir quelle quantité de CO2 on a émis, quelle quantité encore on peut émettre par rapport aux objectifs des accords de Paris. Les accords de Paris nous disent quoi? Ils nous disent que si on veut limiter le réchauffement climatique en dessous des 2 degrés d'ici donc 2100, il faut en fait qu'on limite, donc en fait, il faut qu'on limite notre empreinte carbone à un certain niveau, c'est-à-dire à 2 tonnes par habitant d'ici 2050. Et ma deuxième question pour vous, c'est l'objectif des accords de Paris, c'est qu'on soit en moyenne à un empreinte carbone, donc c'est quoi? C'est la quantité de CO2 émise par personne sur Terre, à 2 tonnes. Donc ça, c'est l'objectif des accords de Paris. Et est-ce que vous savez à quel tonnage on est aujourd'hui en France? Quelle est l'empreinte carbone moyenne d'un Français ou d'une Française? Alors, en 2019, pourquoi 2019? Parce que c'est la dernière année de comptabilité hors Covid. Est-ce que vous avez une idée? Donc là, pareil, je vous invite à répondre sur Slido et à me donner un peu vos sondages. Est-ce que c'est l'empreinte carbone moyenne en 2019? C'est 10 tonnes, c'est 6 tonnes ou c'est 12 tonnes? Donc pour rappel, l'empreinte carbone, en fait, c'est le calcul de la quantité de CO2, d'équivalent CO2, donc de tous les gaz à effet de serre, CO2, méthane, protoxyde d'azote, que chaque humain émet, et ici en particulier chaque Français. Voilà. Donc c'est une moyenne. Alors, c'est un chiffre qui est pas mal sorti ces derniers temps dans les médias, donc je pense que certaines et certains d'entre vous ont dû le voir. Je vous laisse encore une petite minute pour répondre au sondage. Est-ce que vous avez voilà, une idée? Ne soyez pas frileux. De toute façon, il y a c'est difficile de savoir le chiffre exact. Alors là, j'ai 24 réponses, 27. 30. Bon, encore 30 secondes et on passe à la réponse. Donc l'empreinte carbone moyenne d'une Française ou d'un Français en 2019. Eh bien, la plupart d'entre vous ont raison. Il y a 48%, donc la moitié d'entre vous, pardon, ont raison. Savoir que c'est 10 tonnes, c'est 9,9 tonnes. Donc ça, c'est les chiffres de Carbone 4, qui est un cabinet de conseil qui fait référence sur le sujet, notamment dont le cofondateur est Jean-Marc Jancovici. Et effectivement, donc là, on voit les détails de cette empreinte carbone, donc d'où viennent nos émissions de CO2. Donc comme on peut le voir, le plus gros poste pour un Français ou une Française de nos émissions de CO2, c'est les transports. À savoir que 76% de notre empreinte carbone vient de la voiture,
parce que, bah, il y a énormément de gens, qui ont besoin de leur voiture pour leurs déplacements professionnels, voilà, dès qu'on et que évidemment, bah, la voiture est un moyen assez polluant vu que c'est, un outil thermique, comme un peu les machines de Plastic Odyssey. Alors aujourd'hui, il y a des voitures électriques, mais, la fabrication de ces voitures est extrêmement émetteur, donc ça résout pas totalement tout le problème. Alors bien sûr, ça c'est la moyenne et on a chacun un peu, un bilan carbone différent en fonction de nos modes de vie. Donc moi quand j'ai vu cette empreinte carbone moyenne, je me suis dit: «Bon bah, je vais aller faire mon bilan carbone». Donc je l'ai calculé et moi, je suis arrivé à 12 tonnes. Donc ça, c'était début 2020, je suis arrivé à 12 tonnes de CO2, donc j'étais au-dessus de la moyenne. Alors que ça faisait 3 ans que j'étais impliqué dans la lutte, pour la protection de l'environnement, que je faisais super gaffe à mes déchets plastiques, mais j'avais complètement omis cette question, du climat et du carbone. Moi, ça me moi, mon kiff dans la vie, c'était de voyager partout. Comme on peut le voir à gauche, là, je suis en kitesurf trip à Hawaï, donc autant vous dire que à Okipa pour les fans de kite et de planche et autant vous dire que j'avais pas du tout pris ça en compte et une autre de mes grandes passions, c'est les barbecues avec les copains, quoi. Donc autant vous dire que j'avais pas du tout un mode de vie décarboné alors que j'étais déjà impliqué. Donc quand j'ai réalisé que j'étais à 12 tonnes et que l'objectif c'était 2 tonnes, bah, j'ai fait: «Waouh!» Là, j'ai pris ma deuxième claque environnementale, mon deuxième électrochoc en mode: «Ah ouais, mais là, ça va pas le faire. Il va falloir que je change». Donc j'ai commencé un peu à paniquer, donc on était début 2020 et heu et j'étais un peu en colère contre moi-même, mais surtout en colère contre nos modes de vie, qui nous disent qu'en fait, bah, aller faire un kitesurf trip à Hawaï, aller en vacances à Ibiza ou au Club Med, je sais pas où, c'est cool. C'est ça qui est cool, en fait et c'est ça la réussite et ça me mettait pas mal en colère parce que je me rendais compte que notre modèle de réussite n'était pas du tout compatible avec, une bonne qualité de vie sur notre planète, quoi, avec, des conditions de vie sur terre acceptables. Donc j'ai commencé un peu à m'agacer de tout ça, mais le problème c'est que j'avais plus grand monde avec qui échanger sur ces sujets. J'avais plus mes copains écolos de Plastic Odyssey. Donc devinez où je me suis mis à parler de tous ces sujets? Bah, je me suis mis à en parler dans mon groupe WhatsApp familial. Je sais pas si vous avez un groupe WhatsApp familial, puis perso, ça peut vite devenir un champ de bataille ce truc, quoi. Perso, le mien, c'est là un peu devenu parce que tout d'un coup, avec ma panique sur le sujet, je me suis mis à partager des tas d'articles hyper anxiogènes et culpabilisants sur le fait qu'on prenne trop l'avion, qu'on mange trop de viande, que nos voitures, elles sont trop grosses, qu'on achète trop de gadgets inutiles. Bref, j'ai balancé tout ça en pleine figure de toute ma famille. J'étais, à les faire culpabiliser à un point où je les ai tous saoulés et un bon matin, en me réveillant, bah, je m'étais fait virer de mon groupe WhatsApp familial et ça fait mal quand même. Ça fait mal, mais voilà, heureusement, on est une famille, on s'aime bien et quelques jours après, ils m'ont réintégré dans le groupe. J'étais énervé, ils étaient énervés, j'étais vexé, heu, mais j'avais toujours envie de les convaincre, moi. Je voulais toujours les convaincre, je voulais pas lâcher le truc. Donc j'avais quand même bien compris que ma méthode, elle marchait pas. Donc là, je me suis dit: «OK, je vais essayer une autre technique» et c'est vrai que je me suis rappelé, de cette phrase de quelqu'un d'un peu plus sage que moi, un certain Mahatma Gandhi qui nous dit: «Bah, en fait, si tu veux changer le monde ou si tu veux changer les comportements, grosso modo, bah, commence par toi». Et c'est vrai que moi, bah, j'étais à 12 tonnes de carbone, je me faisais des kite trips partout, bah, j'étais pas vraiment un exemple. Donc à chaque fois, on me renvoyait un peu dans mes 22, quoi. Donc j'ai fait: «OK, bah, je vais commencer par moi et je vais essayer de les inspirer comme ça». Et donc là, j'ai commencé à réfléchir à comment je pouvais un peu, bah, changer à mon échelle, tout en inspirant, tout en influant ma famille et pourquoi pas d'autres gens. Et c'est là que je me suis dit: «Bon, bah, en fait, moi, je suis pas, chef d'entreprise, j'ai pas ce pouvoir d'influence-là, je suis pas, artiste, je suis pas chanteur». Enfin, j'ai écrit une chanson de rap une fois, un slam, mais j'ai fait un beat total, j'ai dû faire 800 vues sur SoundCloud. Donc je crois que je vais pas faire carrière là-dedans. En fait, je cherchais un peu un moyen d'expression, sympa, artistique pour donner envie, quoi. Et puis, bah, c'est vrai que j'avais aussi envie que cette transition, elle soit fun, quoi, parce que c'était quand même assez flippant de passer de 12 tonnes à 2 tonnes, ça donnait pas très envie. Et moi, ce que j'aime faire dans la vie, bah, c'est de l'aventure sportive. C'est vrai que j'aime aller dans la nature, faire des défis, depuis toujours. Et ça, en plus, il s'avère que ma famille, c'est notre passion commune. Depuis toujours, nos parents nous emmènent
dans la nature, faire des aventures. Ça, c'est en 95, donc j'avais 7 ans, 8 ans à l'époque et mes parents nous ont emmenés, dans les gorges du Tarn, descendre en radeau, avec un radeau, fait maison. Les chambres à air, ils viennent du tracteur de mon grand-père et le sommier qui sert de plateforme, il vient, c'est le sommier du lit de ma tante qui était ravie. Et pendant 8 jours, on a descendu les gorges du Tarn en famille avec ça. Et ouais, et ça, c'est la passion commune qu'on a, c'est l'aventure en pleine nature. Et en plus, c'est de l'aventure assez sobre, hein. Pour le coup, on est sur du zéro matériel neuf, bien cheap. Alors, je sais pas si à l'époque on le faisait parce qu'il y avait des convictions écolo, mais je crois pas. À mon avis, c'est on était peut-être un peu des radins, quoi. Mais en tout cas, c'était de l'aventure en pleine nature, version sobriété. Je me suis dit, bon, bah, ça, si je fais ça, ça va faire kiffer ma famille et ils vont suivre mes trucs et je vais pouvoir distiller des petits messages d'écolo, quoi. Et là, peut-être que je vais réussir à les embarquer. Je vais commencer par moi pour les chauffer, quoi. Et donc je me suis dit, bon, bah, c'est parti, je vais me mettre à faire des aventures écolo. Et pour ça, bah, il fallait que je définisse des principes. Et donc, je suis venu, j'ai réfléchi au truc et j'ai imaginé 3 principes qui touchaient un peu les sujets qui me tiennent le plus à cœur. Le premier principe, c'est 0 empreinte carbone. Effectivement, quand on est en voyage, l'un des plus grands impacts en fait, qu'on peut avoir, bah, c'est le transport forcément, parce que le voyage, qui dit voyage, dit déplacement. Et on a tendance à partir, bah, en avion, on a tendance à partir, en voiture, voilà. Et je me suis dit: «Bon, bah, déjà, je vais décarboner ma mobilité pendant mes aventures». C'est-à-dire que je vais essayer de pas utiliser les moyens carbonés ou très peu. Et donc moi, le maximum que je m'autorise, c'est le train. Pourquoi le train? Parce qu'en fait, le train, c'est peut-être aujourd'hui le seul moyen de transport longue distance, décarboné, qui nous permettent de partir, bah, dans pas mal d'endroits en Europe depuis la France. Il faut savoir qu'un trajet Marseille-Paris en train versus en voiture seul au volant, bah, c'est 114 fois moins de CO2 émis, et un trajet Marseille-Paris en train versus, passager d'un avion, c'est 76 fois moins. Donc en fait, ça a quand même un énorme impact de prioriser un moyen de transport décarboné si on veut partir en longue distance. On peut partir aussi directement de chez soi, à pied ou en courant, hein. Mais là, l'idée, c'est d'aller un peu explorer d'autres endroits. Ça a un énorme impact, surtout en France, parce qu'en fait, on a une électricité qui est extrêmement décarbonée puisqu'on a un parc nucléaire. Alors après, il y a d'autres débats sur le nucléaire, mais en tout cas, c'est une énergie qui est peu carbonée. Donc, c'est décidé, mon premier zéro, ce sera de limiter mon empreinte carbone. Mon deuxième zéro, c'est bah, les déchets, parce que moi, je viens quand même, ma première lutte, c'est la pollution plastique, et j'ai pas envie de produire des déchets, et surtout qu'en voyage, c'est pas comme à la maison où moi j'avais commencé un peu déjà ma petite démarche zéro waste, où j'avais mes bocaux et tout, c'est assez facile, mais en voyage, bah, on est sur le pouce, c'est dur d'acheter zéro déchet. Donc je me suis dit, bon, bah, je vais essayer de me mettre cette contrainte, on va voir comment ça marche. Et donc je me suis acheté des petits sacs comme ça en vrac, et je me suis mis à refuser aussi les emballages dans les boulangeries, tout simplement, en disant, j'ai pas besoin de ce deuxième sac. Quand je vais dans un magasin, je prends un cajot à l'entrée, je mets mes légumes et je ressors, et comme ça, j'ai pas utilisé de sac. Bah, je fais des petits trucs comme ça qui sont pas incroyables, hein, mais qui sont des petits gestes qui permettent de réduire, mine de rien, significativement, bah, ces déchets. Et il faut savoir qu'en France, on produit chaque chaque ménage produit 1,6 kg de déchets par jour. Donc c'est vraiment pas anodin. Et surtout, ce qui est intéressant, tout à l'heure, je vous parlais un peu d'interconnexion des problèmes. Nous, en essayant avec Plastic Odyssey de lutter contre la pollution plastique, bah, on se rendait compte qu'avec nos machines thermiques, finalement, on accentuait le réchauffement climatique. Bah, ce phénomène, il est assez récurrent d'interconnexion des problèmes environnementaux. Et par exemple, il faut savoir que 3% des émissions de gaz à effet de serre de la France sont dues au traitement des déchets. Donc, si je réduis mes déchets, finalement, d'une certaine manière, je contribue à réduire aussi l'empreinte carbone déchets du pays et donc la mienne aussi. Voilà, ça c'est mon deuxième zéro. Et donc le troisième zéro, bah, celui-là, il porte sur la consommation, sur la surconsommation dans laquelle on évolue aujourd'hui, puisque c'est vraiment le problème central, hein, c'est notre boulimie consumériste. Et donc moi, je me suis dit, bon, bah, vu que le sport, c'est quand même hyper consommateur de matériel, d'équipement qu'on utilise pas très longtemps et qui s'abîme vite, et moi j'aime pratiquer plein de sports en plus, donc j'arrange rien avec ça, bah, je vais essayer d'acheter que du matériel seconde main et de le réparer, de le faire durer.
Et donc voilà, je me suis mis à faire du zéro matériel neuf. Et là encore, il y a un lien d'interconnexion intéressant, puisque acheter seconde main versus acheter neuf, bah, c'est diviser le poids carbone de son achat par 5 ou 6. Ça, c'est les chiffres de l'ADEME, hein, l'Agence française de la transition énergétique, qui nous dit ça. Donc encore une fois, tout ça est interconnecté et on ne peut pas juste avoir des œillères sur je regarde que le CO2, je regarde que le plastique, je regarde que la biodiversité. Non, il faut toujours avoir une vue en fait systémique du problème. Bref, là j'ai mes 3 zéros en poche et je peux lancer mes expéditions. Donc on est en mai 2020, juste à la fin du premier confinement, dans cette période de déconfinement, souvenez-vous, là, avec les 100 km. Et donc je me lance dans une première expédition et en 2 ans et demi, bah, j'en ai réalisé 8. Alors, c'est des expéditions, voilà, que je fais. La première, ça a été la traversée de la Bretagne et de la Normandie à vélo, où je dormais en hamac. Ça a duré 5 jours. Hein, ça n'a rien d'énorme et c'est pas du tout Mike Hornesque. Mais l'idée, c'est d'essayer, c'est d'avoir une preuve de concept, de mettre le truc en place. Et surtout, bah, ça a bien pris, ça a bien fait marrer les copains, la famille sur les réseaux sociaux. Donc, je me suis lancé dans une deuxième. J'ai traversé après, pendant un mois, sous tente, les Alpes, du lac Léman à Menton. Après, j'ai été descendre le canal du Midi en paddle de Toulouse à Sète, sur 300 km. Bon, là, ce que je n'avais pas anticipé, parce que je prépare assez mal mes aventures. Je suis quand même plutôt monsieur last minute, quoi. Et c'est qu'il y a 63 écluses sur ce canal du Midi et je les ai bien vues passer parce qu'on peut pas les faire en paddle. Mais bref, c'était quand même super intéressant. Et en plus, j'ai rajouté sur ce défi de ramasser les déchets dans l'eau. Et je suis quasiment arrivé au zéro déchet absolu sur ce défi-là. Le quatrième, c'était le chemin de Stevenson, si ça vous parle, dans les Cévennes en courant, en trail running. Après, j'ai descendu la Dordogne en kayak et à chaque fois, j'allais plus loin dans mes zéros. À chaque fois, je travaillais là-dessus. De temps en temps aussi, je faisais venir des scolaires ou des associations le long du parcours pour donner un peu des petites conférences, pour sensibiliser le public, on va dire, local. J'ai aussi été à l'étranger. Je suis parti en train puis bus sur la fin dans les Dolomites italiennes. Ça, c'est une claque incroyable. Je ne sais pas si vous avez été dans les Dolomites, mais c'est une des claques de ma vie en termes de paysage. Ça n'a rien à envier au Yosemite. Après, j'ai été faire une expédition un peu plus symbolique, à savoir, je suis allé de Lille à Glasgow en vélo et en voilier. Pourquoi à Glasgow? Parce que je rejoignais la COP26. C'est le grand événement sur le climat. Et je voulais y aller de façon décarbonée. Et sur place, j'ai donné voilà, une conférence et aussi animé des ateliers. Et l'idée, c'était vraiment de symboliser la décarbonation sur un événement comme ça. Et ça a énormément plu parce qu'il y avait un objectif symbolique. Donc, j'ai pu embarquer dans l'aventure. On a fait un long reportage avec Brut, avec National Geographic, avec la BBC. Donc, en fait, ça a dépassé la sphère des réseaux sociaux et c'était vraiment l'objectif. Et la dernière expédition, c'était cet été. Je suis parti traverser les Pyrénées en randonnée de l'océan à la mer, de Hendaye à Banyuls. Ça, c'est la plus belle expé que j'ai faite. C'est juste des émotions de fou. Les Pyrénées par les sommets, en fait. J'ai fait la HRP, la haute route. Et ça m'a mis la claque de ma vie, alors que c'est tout près les Pyrénées. Et en fait, je connaissais super mal. Et j'ai découvert des parcs incroyables, comme le parc d'Aigues-Tortes, où les lacs ont rien à envier aux Caraïbes. C'est une claque, sauf que tu es tout seul. Donc, c'était une pure magie. Et bref, en fait, toutes ces aventures, elles m'ont surtout permis de parler de tous ces sujets. Et surtout, à chacune des aventures, j'essayais de progresser un peu plus dans mes zéros, de m'améliorer. Et notamment, à partir de la troisième aventure, j'ai décidé de passer complètement sur un régime végétarien parce que un autre levier de décarbonation de nos modes de vie assez important, et en voyage mais dans la vie de tous les jours, c'est de changer son alimentation. Et j'ai une nouvelle question pour vous à ce sujet-là. À votre avis, un repas carné, donc qui comprend 100 grammes de viande, ça émet combien de fois plus qu'un repas végétarien? Combien de fois plus de CO2 qu'un repas végétarien? Je ne sais pas si vous avez une idée. C'est des chiffres de l'ADEME, donc encore une fois, l'Agence française de transition énergétique. Voilà, si vous voulez y répondre, n'hésitez pas. Je vois qu'il n'y a qu'un participant. J'espère que tout le monde n'a pas décroché. N'hésitez pas à participer. Voilà, juste quel est, d'après vous, c'est combien de fois plus? Bon, après, c'est quelque chose qu'on ne sait pas forcément. Voilà, je vous laisse encore une petite minute. N'hésitez pas à y aller. Il n'y a pas de mal à se planter. On s'en fiche. Mais voilà, c'est quoi l'émission de CO2 plus? Alors, il faut savoir qu'un repas carné, c'est aussi un repas avec du fromage. Mais bon, moi, ça, j'ai du mal à m'en passer.
Mais l'idée encore une fois, le message que je porte là, c'est pas tant de dire il faut arrêter. Je dis pas aux gens qu'il faut arrêter l'avion, qu'il faut arrêter la viande, qu'il faut tout arrêter. C'est trop dur et c'est trop violent par rapport au mode de vie dans lequel on a été inculqué. Mais en fait, la sobriété, la décarbonation, c'est surtout se modérer, réduire. Arrêter d'être dans l'excès. On est une société de l'excès aujourd'hui et c'est ça qui fait du mal, c'est ça qui pose problème. Donc il faut réduire. Moi je dis pas qu'il faut arrêter la viande, il faut juste en manger moins et de la meilleure viande. Voilà, manger moins de fromage, du meilleur fromage. Voilà, c'est ça que je propose. Voilà, donc ok. Donc on arrive à peu près aux 30 votants de tout à l'heure. Alors c'est pas 50 fois, je vois que vous avez mis 50, c'est 14 fois plus. En fait, un repas carné, ça va être entre 5 et 7 kg de CO2, donc qui comprend 100 g de viande, alors qu'un repas végétarien, on est à 0,5 kg de CO2, d'équivalent CO2. Donc là, c'est pour plusieurs raisons. Hein. C'est parce que, en fait, on déforeste. La plupart de la déforestation qu'on fait pour l'agriculture, c'est pour récupérer des terres pour nourrir le bétail. Donc, on va faire de la production de soja pour nourrir le bétail, notamment en Amazonie, où on va aussi avoir des terres pour que le bétail puisse paître. Et l'autre problématique, c'est ce que je vous disais, c'est le bétail comme le plus émetteur, de toutes les façons, c'est les vaches. Parce qu'elles ruminent et par fermentation entérique, elles émettent du méthane qui est un gaz à effet de serre extrêmement puissant. Donc voilà, donc ça c'est les raisons pour lesquelles ça a un gros impact. Donc c'est 14 fois plus. Et donc en fait, j'apprenais moi-même tout ça au fur et à mesure et surtout je partageais mes évolutions. Et ce qui a été sympa, c'est que l'aventure m'a permis une autre chose que juste barber les gens avec des chiffres et de la morale, c'est que je peux amener, vu les cadres dans lesquels je me trouve, des émotions, de l'émerveillement, de l'humour, des anecdotes. Et par exemple, quand j'étais sur la Dordogne, je me suis fait voler mon kayak. Je me suis réveillé un matin, j'avais plus de kayak, quoi. Et donc là, j'ai trouvé une trace fraîche dans l'herbe. L'herbe avait l'air un peu plus fraîche à un endroit. Je l'ai remontée sur 500 mètres. Je suis arrivé dans une forêt. Et là, j'ai retrouvé mon kayak planqué dans la forêt. Donc, j'ai découvert qu'il y avait du trafic de kayak sur la Dordogne. Mais j'ai quand même pu récupérer mon kayak. Et par exemple, cet été, dans les Pyrénées, sur un parking, pendant que je faisais sécher ma tente, elle ne s'est pas envolée. Elle s'est fait voler, malheureusement. Et donc, je me suis retrouvé pendant une semaine à plus avoir de tente. Et en fait, ça m'a créé une nouvelle contrainte. Je me suis dit, je ne vais pas essayer de racheter une tente ou d'en demander une à des gens. Je vais accepter la nouvelle contrainte d'aller plus loin dans le minimalisme, on va dire. Et donc, alors, c'était assez chaud parce qu'il y avait plein d'orages et tout. C'était la météo était bien compliquée à ce moment-là. Mais je me suis retrouvé à faire plein de nuits à la belle étoile, comme on peut le voir en bas à gauche, en haut d'un sommet, là, par exemple, à 2900 mètres d'altitude. Et je me suis mis des nuits d'étoiles filantes, mais de malade, tout seul là-haut. Et en fait, c'est grâce à cette contrainte qui m'était imposée. Donc finalement, tout ça a créé des super situations qui ont créé une sorte de sobriété heureuse, pas volontaire, mais heureuse. Et de pouvoir raconter tout ça, de partager ça, ça permet d'embarquer les gens. Et en fait, j'ai réussi à embarquer des milliers de personnes dans ces aventures. Et surtout, au bout de 2 ans et demi, aujourd'hui, je suis toujours dans le groupe WhatsApp familial. Ça, c'est le plus important. Ma famille suit mes aventures et ils ont pas mal changé. Donc, comme quoi, Gandhi a bien raison sur cette dimension. Alors là, je vous ai parlé principalement d'aventure, mais comme je vous ai dit au début, mon projet, il a 3 volets. Et il y a un autre volet, c'est les actions citoyennes. Et comment ça s'est passé ça? En fait, lors du 2e confinement, en novembre 2020, cette fois, j'étais à Marseille. Je me suis retrouvé de nouveau dans mon petit kilomètre de confiné. Et j'avais pas grand-chose à faire, hein, comme nous toutes et tous. J'avais 1 heure de liberté plus ou moins respectée. À Marseille, on n'était pas très réglo, mais c'est pas grave. Et comme Marseille est une ville réputée pour être extrêmement propre, j'allais courir dans mon petit kilomètre de confiné et je voyais plein de déchets. Donc un jour, je me suis dit, franchement, j'ai que ça à faire en ce moment, donc autant lier l'utile à l'agréable. En plus d'aller me dégourdir les jambes, je vais prendre des gants et un sac poubelle et je vais aller ramasser ces déchets. Et en rentrant, je me suis dit, tiens, ça quand même, c'est un truc que tout le monde peut faire, à la différence des aventures. C'est un truc du quotidien. Et donc, je me suis dit, je vais essayer de le viraliser, de le proposer aux gens, parce que de toute façon, pendant le confinement, si je peux me permettre, on se faisait un peu tout chier. Donc, proposons ça. Et j'ai posté cette photo sur les réseaux sociaux. Alors, si vous demandez pourquoi j'ai qu'une chaussure, c'est que comme j'avais pas de copains pour courir pendant ce confinement, j'ai utilisé ma chaussure comme trépied de téléphone. Et donc, j'ai posé cette photo sur les réseaux sociaux et j'ai commencé à mettre ce hashtag et à nominer des influenceuses, des influenceurs. Et tout d'un coup, il y en a quelques-unes qui ont répondu.
Puis là, il y a eu Joe Star qui a partagé le truc. J'ai pas trop compris pourquoi. Et après, il y a eu Laurie Tillman qui l'a aussi partagé. Et en fait, ça a pris une espèce d'ampleur auquel je m'attendais pas du tout. Et donc, il y a plein de gens qui se sont mis à le faire aux quatre coins de la France, mais des citoyennes, des citoyens, mais aussi des chefs d'entreprise, comme là, on peut voir Guillaume Gibaud du Slip français à droite. Et en fait, ça a pris une autre ampleur, c'est que les médias s'en sont emparés. Il y a eu toutes les télés qui ont débarqué à la maison, c'était assez marrant. Et ça s'est carrément répandu dans le monde entier, parce que j'ai reçu des photos d'Australie, du Canada, du Pays-Bas, d'Angleterre. C'était juste assez hallucinant l'ampleur que ça a pris. Et en fait, ce dont je me suis rendu compte à ce moment-là, c'est que ça prenait une ampleur, pas seulement parce que c'était un petit geste citoyen de ramasser les déchets, mais aussi les gens me faisaient énormément de témoignages du type, bah en fait, merci, ça a donné, ça me fait me sentir utile en ce moment, ça me remotive à sortir alors que j'étais en dépression et que j'avais plus envie de sortir de chez moi, ça me fait sentir participer à un mouvement. Et en fait, ça, c'est ce qu'on appelle ces arguments-là qu'on entend, ces retours, c'est hyper important parce que c'est ce qu'on appelle les co-bénéfices. Les co-bénéfices de la transition écologique. Et ça, c'est hyper important. Je me suis mis donc vachement à insister là-dessus, à dire aux gens, bah, faites-le, ça va vous faire du bien moralement, vous allez vous sentir fier, vous allez améliorer bah, voilà, la visibilité aussi de votre quartier, ça va être juste plus beau de vous balader. Et tout ça, c'est les à côté, en fait, de l'action citoyenne pour le climat et la décarbonation. Et donc moi, ce concept, comme ça a bien pris, je l'ai repris et j'ai commencé à proposer plein d'autres défis, comme je ne sais pas, baisse le chauffage qui va être plus que d'actualité cet hiver, de manière contrainte malheureusement, avec la conjonction des crises énergétiques et climatiques, mais qui est hyper important parce que si on baisse, tous les Européens baissent de 1 degré leur chauffage, de 1 degré, bah, c'est 10 millions de mètres cubes de gaz qui sont économisés, et donc c'est 10% de la facture énergétique à la Russie l'année dernière. Donc, ce n'est pas anodin en termes de levier, ce que ça représente 1 degré si on s'y met tous. Donc voilà, moi, en fait, à chaque fois, je propose des actions comme baisser le chauffage, nettoyer ses données, passer au compost, prendre son vélo pour aller au boulot. Mais là, ce que je fais quand je propose ces actions, c'est pas tant de dire, par exemple, bah oui, si vous prenez le vélo, vous allez je sais pas, moins émettre du CO2. En fait, c'est de dire, bah, en fait, personne n'a envie peut-être de prendre, personne n'a envie de plus prendre sa voiture ou des transports carbonés quand on a un peu la flemme ou quoi, mais tout le monde a envie d'un air plus propre. Personne n'a envie je sais pas moi, en fait, de manger voilà, plus végétarien peut-être, mais tout le monde a envie d'être en meilleure santé. Donc en fait, l'idée, c'est toujours d'aller montrer les co-bénéfices. Le vélo, c'est améliorer sa santé, c'est pas juste réduire son empreinte carbone. Voilà, c'est le chauffage, c'est faire des économies financières. Ramasser les déchets, et ben, faire le définis-toi ton kilomètre, c'était donner du sens à son quotidien dans un moment qui était assez dépressif. Donc tout ça, c'est ce qu'on appelle les co-bénéfices. Et c'est hyper important de montrer ça pour convaincre les gens de la désirabilité de la transition écologique. Parce que sinon, c'est vu comme des contraintes, alors qu'en vrai, c'est des super opportunités de changement et de sens, de liens sociaux, de santé, de convivialité. Et ça change tout en termes d'acceptation. Donc, c'est vraiment la manière dont on raconte l'histoire qui peut changer les choses et créer des déclics. Donc, suite à ça, alors je ne sais pas si je l'ai formulé de la meilleure des manières, on peut le tester et sinon, c'est pas grave, on passera. Mais je vous invite à réfléchir là en 2 minutes à des phrases du type, je ne sais pas, moi, personne n'a envie de ne pas prendre, de rouler personne n'a envie de rouler à 110 km/h au lieu de 130 km/h, mais tout le monde veut un air moins pollué. Tout le monde veut respirer un air moins pollué. Voilà, je ne sais pas si certains d'entre vous ont un peu des idées, ça vous fait venir des idées de personne ne veut faire ça, acheter seconde main, mais tout le monde, je ne sais pas. Mais par exemple, personne ne veut qu'on le limite dans la consommation de ses vêtements et de la mode, mais tout le monde est d'accord pour ne pas contribuer à l'esclavagisme des Ouïghours et aux dérives de la fast fashion. Voilà, donc en fait, c'est toujours c'est vraiment ce qui est important, c'est de comment on raconte l'histoire, en fait, comment on market l'histoire. Si on dit juste ça va être des contraintes, ça donne pas envie. Si on montre les bénéfices, parce qu'il y en a énormément, et le premier bénéfice, c'est d'avoir une terre viable, qui est quand même
pour moi, il est non négociable ce bénéfice, pour nous, mais surtout pour les générations futures, et ben c'est intéressant de montrer. Voilà, personne n'a envie de s'arrêter de voyager au bout du monde, mais tout le monde, personne n'a envie de s'arrêter de voyager, mais tout le monde a envie de faire du bien à l'environnement. Ça peut être quelque chose comme ça. Bon, je ne sais pas si c'est la meilleure formulation, c'est pas si simple comme formulation. Sinon, il y a une autre formulation que j'aime bien, c'est moins mais mieux. En fait, moins prendre l'avion, mais moins voyager, mais mieux voyager, moins acheter de vêtements, mais acheter des vêtements de meilleure qualité. Voilà, des phrases comme ça qui vont amener vers le positif, vers le désirable. Moi, j'aime bien pour le moins mais mieux. Ça n'a rien à voir, je sais pas, c'est moins boire d'alcool, mais boire un meilleur alcool. Enfin, si, c'est moins boire de vin, mais boire du meilleur vin. Si, ça a à voir la sobriété aussi, une autre forme de sobriété. Ou je sais pas, moi, moins faire l'amour, mais mieux faire l'amour. Voilà. Bref, en gros, d'aller chercher le positif, en fait, dans la sobriété, dans la modération. Donc voilà, ça c'est un peu ce que j'essaie de porter à travers le projet, et donc forcément, à force d'en parler, je me suis mis à l'appliquer à moi-même. Donc moi, je voyage moins, mais je trouve qu'aujourd'hui, je voyage mieux. Je cultive pas mal donc mes fruits et légumes. Et en fait, à force d'intégrer tous les changements que je propose aux gens, j'ai refait récemment mon bilan carbone et je suis passé de 12 tonnes à ces 3,7 tonnes. Et forcément, mes passions ont un peu changé. Je suis moins dans les barbecues et les voyages en avion, mais dans le jardinage et la marche à pied. Alors, ça peut paraître moins sexy comme ça, parce que notre culture nous dit que c'est pas ça, la réussite et le truc sexy. Mais en vrai, en termes d'émotion, typiquement, la traversée des Pyrénées, moi, j'ai chialé comme un gosse, tellement j'ai kiffé et que c'était incroyable. Et pourtant, c'est à 3 heures de train de chez moi. Donc, en fait, il n'y a pas, pour moi, c'est pas aller prendre l'avion à l'autre bout du monde et se prendre un jet lag et en fait, pas vraiment voir la culture. C'est pas ça qui est le truc méga désirable. Ce qu'on va chercher, c'est des émotions. Et on peut les trouver dans des choses beaucoup plus sobres. C'est juste qu'on est matraqué par un marketing qui nous dit non, en fait, il faut aller loin pour kiffer. Par exemple, si on parle du voyage. Bref, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, je tends et j'essaye. Je suis loin d'être parfait, ça c'est clair, mais j'essaye de tendre vers cette sobriété heureuse. Et franchement, en lui donnant cette forme d'aventure, c'est hyper fun. Ça rend le truc hyper fun, beaucoup moins chiant, beaucoup moins anxiogène. Et ça, c'est un game changer, on va dire. Alors, tout ça, vous me direz, c'est des petits gestes. C'est des gestes du quotidien. C'est le geste citoyen, c'est la culpabilité du citoyen. Et c'est vrai, le citoyen, il ne peut pas tout régler et on ne doit pas se limiter aux petits gestes. Parce que, en fait, une énorme part, d'après notamment le Shift Project, en fait, une énorme part de l'effort à fournir pour décarboner notre société, elle vient des entreprises et des collectivités. Alors, il y a plusieurs chiffres qui circulent là-dessus, mais en gros, on estime qu'environ 75% de l'effort pour réussir à atteindre ces 2 tonnes de CO2 à la place des 10 tonnes en France, il faut que ça vient des entreprises et des collectivités. Ça veut dire que ce n'est pas entre nos mains de nous, citoyens. Donc moi, en fait, ce que je veux, c'est aller embarquer la société. Je veux faire des actions citoyennes, des éco-gestes, mais aussi je veux montrer des actions collectives. Je veux interpeller. Donc pour interpeller, par exemple, les politiques, pendant la période des présidentielles l'année dernière, je me suis mis à faire ça, une campagne que j'ai appelée ma pause climat, où je me suis mis à prendre des panneaux avec des messages clés et un peu à les contextualiser de façon amusante pour faire réagir. Et donc là, vous voyez un peu la palette des panneaux que j'ai pu faire. Et l'idée, à chaque fois, je les postais sur LinkedIn, parce que LinkedIn, il y a une présence assez forte de politiques et de chefs d'entreprise. Et ces posts, il y en a qui ont buzzé, mais énormément, qui ont énormément été commentés. Alors, en bien, en mal, on s'en fiche, ça a créé du débat. Et donc, voilà, c'est le post qu'on voit à gauche, il a été vu 2 millions de fois. La plupart ont été vus entre 500 000 et 1 million à 2 millions de fois. Donc, en fait, c'est vraiment ma manière, parce qu'il y en a plein des manières, mon moyen d'expression pour aller chercher, pour aller interpeller les autres strates de la société, à savoir, là pour le coup, les pouvoirs publics. Et bientôt, là, avec des designers, on est en train de travailler sur une campagne. Alors ça, c'est vraiment une bêta-test c'est pas vraiment bien fait encore, mais on va lancer toute une campagne et un appel global aux designers, de détournement des publicités, un peu, on va dire, connues, non pas pour dénoncer les sociétés qui ont fait ces publicités, mais pour
faire encore une fois des messages positifs, amusants. Donc là, par exemple, d'utiliser charal au lieu de dire vivons fort, on va faire un vivons sobre ou je sais pas, un vivons simple. Là, on est sur vraiment un bêta. Et on va faire un steak veggie et on a changé la phrase du bar en mode pour votre santé, mangez veggie, bio, local et de saison. C'est ce qu'on appelle un peu de la désobéissance civile, mais positive. C'est pas on va détourner les pubs pour accuser, mais on va détourner les pubs pour rendre, de toujours contribuer à créer ce désir de changer les symboles, changer nos modes de vie et que ce soit désirable. Donc vraiment, pour moi, c'est vraiment l'objet aujourd'hui, c'est d'avoir créé du désir sur ce qui est vu comme des contraintes. Donc voilà un peu les différentes actions que je mène à l'échelle du citoyen, à l'échelle des entreprises, c'est les conférences et les ateliers, et aussi ces campagnes de détournement. Et aujourd'hui, ce que je voudrais surtout, c'est que vous me rejoigniez dans cette aventure. Et pour ça, il y a plein, et ça peut paraître assez vertigineux en effet quand on veut vivre et amorcer sa transition. Il y a 1000 manières de le faire, hein, et chacun le fait à son rythme et dans l'ordre qu'il veut. Mais là, je vous propose un peu un petit modus operandi, à savoir, pour moi, la première chose à faire, c'est de se remettre en question. En fait, je sais que c'est un terme qui est très connoté, c'est de se déconstruire. C'est-à-dire, ça fait depuis les années 1920, avec l'arrivée notamment du cinéma américain et de la publicité pas mal de masse, qu'on nous vend de la société de consommation, qu'on nous dit que le progrès, c'est ça. Et il faut accepter de comprendre que cette machine qui a été très utile, par exemple, après-guerre, pour reconstruire l'Europe, moi, je ne remets pas du tout en cause l'utilité de cette machine, je remets en cause son emballement et ses excès. Et il faut comprendre qu'aujourd'hui, elle s'emballe et qu'il y a des choses à changer. Donc, il faut accepter que ce qu'on pense être la vérité absolue, c'est pas forcément vrai et qu'il y a d'autres manières de réfléchir, d'autres prismes, d'autres paradigmes, donc se déconstruire. Une fois qu'on a accepté ça, on est prêt à engager un changement. Et donc pour moi, la manière d'engager un changement, notamment sur la transition bas carbone, c'est d'avoir une boussole. Et cette boussole, c'est le bilan carbone. Et pour ça, je vous invite vraiment à aller par exemple sur des sites comme Nos Gestes Climat, qui est un site du gouvernement, où vous pouvez en quelques minutes simuler votre empreinte carbone et vous allez connaître votre bilan carbone et surtout vous allez connaître vos différents pôles, parce que moi par exemple sur mes 12 tonnes c'était largement l'avion mais pas du tout la voiture, à la différence de l'empreinte carbone moyenne d'un Français, parce que moi je vis dans un milieu urbain donc j'ai très peu besoin de voiture. Donc vous allez connaître vos grosses postes d'émission. Souvent dans nos générations, on est une génération monde qui se définit par ses voyages, et moi c'est complètement là-dedans que j'ai grandi. Donc souvent on a un poste assez, vu qu'on est aussi des gens assez aisés, le poste avion est toujours très gros, le poste viande aussi. Mais en tout cas je vous invite à le faire, à voir là où vous avez vos efforts, comme ça vous allez savoir quels sont vos leviers principaux à actionner. Si vous voulez vous faire accompagner là-dedans, je vous invite vraiment, et c'est important pour vous convaincre un peu plus au-delà de cette présentation, c'est de vous former. Aujourd'hui, on n'a pas été, en fait, le problème, c'est que sur ce sujet, on n'a pas été formé. On n'a pas reçu de cours d'écologie à l'école, on faisait des maths, de la physique, de la bio, je ne sais pas, des sciences économiques, mais on n'a pas fait très peu de cours sur le fonctionnement du climat, le fonctionnement de la biodiversité, sur les limites planétaires, tous ces sujets-là, on n'a pas été formé, et donc on a un besoin criant d'éducation. Et pour ça, il y a un truc qui est super bien, c'est les ateliers collaboratifs. Il y en a plein qui ont émergé, et le plus connu, c'est la fresque du climat, que je vous invite vraiment à faire. C'est un atelier de 2h30, 3h, en groupe de 10, où on va placer des cartes pour créer une fresque, comme vous pouvez le voir sur cette photo, pour comprendre les liens de cause à effet du dérèglement climatique anthropique, c'est-à-dire lié aux activités humaines. Et c'est hyper important d'avoir tous les ordres de grandeur et de voir l'aspect systémique, à quel point tout ça est connecté en fait. Donc vous pouvez vous former en faisant cet atelier-là. Nous, avec Objectif Zéro, il y en a plein d'autres. Il y a la fresque des nouveaux récits, la fresque de la biodiversité, la fresque des déchets. Il y a aussi l'atelier 2 tonnes pour réduire son empreinte. Et nous, avec Objectif Zéro, donc la petite agence que j'ai en parallèle d'Expédition Zéro, on a créé 2 autres ateliers. Un atelier qu'on appelle Objectif Désordre, qui est là pour qu'on puisse toutes et tous comprendre nos ordres de grandeur, les ordres de grandeur de nos consommations. Donc c'est par exemple un atelier où on va s'amuser à convertir l'électricité qu'on utilise pour notre smartphone, notre frigo, notre vélo électrique, des kilowattheures qu'on utilise pour ça, on les convertit en heures de pédalage à vélo. Donc vraiment, c'est sur ce concept, je ne sais pas si ça vous parle, les esclaves énergétiques, vulgarisés par Jean Covici, qui en fait convertit
en heures de pédalage à vélo nos besoins énergétiques. C'est hyper intéressant parce qu'on se rend compte que faire en fait une douche de 3 minutes, c'est 18 heures de vélo, quoi, si on avait une coupure d'électricité. Et une coupure d'électricité, ça nous pend au nez cet hiver. Donc ça vient très, très réel tout ça. Donc voilà, en gros, nous, on a cet atelier de désordre qui permet de se rendre compte des ordres de grandeur. Donc on va comparer nos consommations d'eau, d'électricité, d'alimentaire, nos consommations, nos empreintes CO2 aussi, et nos consommations en matériaux avec des choses un peu amusantes, un peu genre les heures de pédalage à vélo, les surfaces agricoles qu'on utilise chacun, on va le comparer avec les tailles de terrain de foot. Voilà, des trucs comme ça pour que les gens puissent se rendre compte, pour que ce soit tangible en fait. Parce que le problème du CO2, c'est que c'est difficilement palpable. Voilà. Donc ça, c'est l'étape se former. Donc je vous invite vraiment à faire tous ces ateliers. C'est passionnant. On a l'impression de redécouvrir un champ de possibles intellectuel. Moi, je trouve ça jouissif, quoi. Après, comme je l'ai dit, je viens de le faire. Il faut bien connaître ses ordres de grandeur. Donc vraiment, là, les ateliers dont je vous ai parlé, c'est parfait pour ça. Enfin, quand on a un peu tout le bagage, et après, vraiment, encore une fois, vous le faites dans l'ordre que vous voulez, mais je considère que quand on a tout ce bagage théorique, il est temps de passer à l'action. Mais avant de passer à l'action, moi, ce que je vous invite à faire, c'est ce que j'ai fait avec mon format, mes aventures, c'est de rendre sexy, rendre désirable à vos yeux cette transition. Pas juste que ce soit vu comme une punition. Et c'est pour ça que j'ai donné cette brique d'aventure. Mais vous avez peut-être d'autres moyens d'expression. Vous avez peut-être utilisé, je ne sais pas, la peinture, la musique, vous intégrer dans une vie associative. Il y a plein de manières de s'impliquer de manière cool dans cette transition écologique pour la rendre plus désirable à votre échelle. Toujours la rendre désirable et se rappeler des co-bénéfices que ça peut vous apporter. Enfin, il y a bien sûr ce passage à l'action. Donc là, il faut y aller. Nous, notamment, pour aider les entreprises à passer à l'action, on propose des défis, comme les défis dont je vous ai parlé. Moi, je trouve que le format défi est hyper bien parce qu'en fait, on aime bien, les gens aiment bien les défis, on aime bien devoir relever des challenges, ce genre de choses, avec des objectifs. Et ça, c'est fun de gamifier un peu cette transition en se donnant des objectifs. Ah bah, hey, allez, je vais supprimer tant d'emails, je vais faire 5 repas végétariens cette semaine, et si je le fais, j'ai gagné je sais pas quoi. Et nous, on le fait avec les entreprises, on gamifie ça pour que ce soit un peu fun, en fait, ce passage à l'action. Donc, passez à l'action. Allez-y à votre rythme. Vous culpabilisez pas si vous n'arrivez pas à passer du tout au rien. On doit se déconstruire, on doit changer, ça prend du temps et il ne faut pas non plus trop culpabiliser. Le dernier étape, qui est très très importante si on veut réussir cette transition, c'est faire passer votre action à l'échelle collective. En fait, embarquer votre écosystème. Si on a une poignée d'écolos purs, de ce qu'on appelle la pureté militante, d'écolos super-héros dans leur coin, si on a 50, ça ne va rien changer. Ça ne va pas avoir d'impact. Moi, je préfère qu'on ait des millions d'écolos imparfaits plutôt qu'une poignée d'écolos radicaux, extrêmes, parfaits. Donc, pour ça, il faut aller changer. Et nous, tout le monde, on a une influence. On a une influence peut-être pas sur toute la société, mais on a une influence sur sa famille, sur ses amis, sur ses collègues. Donc, on peut, par ces liens-là, en montrant l'exemple et non pas en pointant du doigt, les embarquer, les sensibiliser, leur donner envie. Et c'est hyper important d'aller chercher tout le monde parce que c'est cet effet un peu colibri, là, vous voyez, le mouvement du colibri. Si on embarque tout le monde, si on embarque des citoyens, une entreprise, c'est une somme d'individus finalement. Et un gouvernement, du moins en démocratie, c'est une somme de votes d'individus. Donc si on change les gens, on va changer d'entreprise. Et parce que les gens ne voudront plus être travailler dans des entreprises qui ne s'engagent pas, elles aussi, de manière, de manière ambitieuse, quoi. Et les gens voudront plus voter pour des gouvernements qui font des demi-mesures. Donc c'est hyper important d'embarquer, de donner envie, en montrant l'exemple, en commençant par soi, et en rendant tout ça sexy, en rendant tout ça désirable. Voilà un peu ma présentation. J'ai beaucoup parlé. J'espère que ça a été, que vous avez pu suivre ça. Je vous remercie de votre attention et maintenant, je vous invite, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Alors, soit, je ne sais pas, j'ai jamais testé ce format de Slido. Je ne sais pas si vous avez un champ de questions qui apparaît et vous pouvez les mettre. Sinon, on fera ça directement par l'outil Teams, je crois qu'on peut faire. Merci de m'avoir écouté. J'espère que je vous ai convaincu à me rejoindre dans cette grande aventure vers la sobriété, vers une vie décarbonée. Franchement, ça vaut le coup parce que tout simplement, déjà c'est fun et en plus, moralement, il faut qu'on y aille, quoi. Je ne sais pas si on se rend compte vous vous rendez compte des ordres de grandeur, mais ça devient assez compliqué la situation. N'hésitez pas, lâchez-vous sur les questions. Voilà.
Voilà, je sais que j'ai beaucoup parlé, mais maintenant, place à l'échange. Et si vous n'êtes pas d'accord, il y a pas de souci. Alors, le viande, là, dans le calcul que j'ai fait, c'est 100 grammes, soit de ils disent, l'ADEME, c'est 100 grammes de soit de type, viande, qu'on appelle ça, tout ce qui est sec, jambon, toutes ces choses-là, de charcuterie, pardon, viande rouge, enfin de voilà, de steak ou, de fromage. En fait, c'est tous les produits liés au bétail. Donc la dans viande ne rentre pas, enfin, le fromage, c'est à part, mais ça a aussi un gros impact carbone, quoi. Donc voilà, donc la viande, c'est tous les produits animaux, quoi. Et, euh, et moi, personnellement, j'arrive pas à arrêter le fromage, je kiffe trop ça, et donc j'essaie de réduire. Mais pour le coup, la viande, voilà, maintenant, aujourd'hui, pour vous donner un ordre de grandeur, j'en mange, je pense, une fois par mois ou 2 fois par mois. Mais même si vous en mangez une fois ou 2 fois dans la semaine, ça va déjà c'est déjà très bien, en fait. Faut pas moi, maintenant, j'en ai vraiment beaucoup moins le besoin. Au début, je faisais une fois toutes les semaines. Non, voilà, j'ai diminué au crescendo, quoi. Et puis, quand j'achète de la viande, surtout, je vais faire attention je vais acheter une viande souvent qui est chère parce qu'elle est bien sourcée. Je vais chez le boucher, voilà, je fais attention. C'est ça qui est important, c'est réduire l'excès. Alors, qu'est-ce que vous appelez viande dans le bilan carbone? Et prenez-vous en compte le transport? Bah, alors, oui, le transport en fait, quand on dans le bilan carbone, par exemple, du Shift Project, tout est pris, c'est-à-dire tout est pris en compte. Ils font l'ACV des choses, l'analyse du cycle de vie. Donc ils vont prendre en compte, bah, la nourriture dont on a besoin pour, nourrir le bétail, tout ce que le bétail produit, la transformation du bétail, le transport du bétail, tout ça, c'est pris dans le bilan carbone, de la viande. Ah, par contre, les questions, ah oui, ça OK. Faut-il boycotter les produits chinois et indiens pour cause de pollution? Alors, bah, il y a plein de raisons de boycotter certains produits. C'est pas forcément chinois ou indien, mais par exemple, on le voit bien dans la fast fashion, il y a plein de marques qui sont coupables de, par exemple, faire travailler les Ouïghours dans les camps. Moi, je suis allé, il y en a pas beaucoup, je pense qu'on peut aller. Je suis allé au Xinjiang, là où il y a les Ouïghours, et j'ai vu une répression. Et c'est horrible. J'ai vu la répression dans les rues avec des baïonnettes. Enfin, c'était il y a longtemps, c'était en 2009. J'avais rien à faire là, j'ai dû quitter le pays, au Kyrgyzstan. Le pays, j'ai dû quitter la Chine pour aller au Kyrgyzstan parce qu'il n'y avait pas trop le droit aux étrangers, mais il s'avère que j'étais là au moment d'une, enfin, au moment d'une rébellion. Et je peux vous dire que les Ouïghours sont vraiment massacrés. C'était assez choquant ce que j'ai vu. Donc voilà, ça déjà, rien que pour cette raison, moi je considère qu'il faut faire très attention à ce qu'on achète. Des Nike, des Zara, ils sont malheureusement coupables de cette exploitation de ces gens. Donc ça, pour ces raisons-là. Et après, pour cause de pollution, oui, il faut faire attention. En fait, il faut valoriser autant que possible le seconde main, il faut valoriser le made in France ou le made in Europe, parce que déjà les conditions de travail sont beaucoup plus respectueuses. Donc oui, il faut autant que possible le faire. Après, je dis pas que c'est si simple, et on a aussi des portefeuilles avec un pouvoir d'achat, hein, bien sûr, c'est ça, hein, le premier sujet aujourd'hui, le premier sujet d'inquiétude des Français, c'est le pouvoir d'achat avant l'environnement, qui est le deuxième maintenant. Donc oui, il faut faire aussi avec ses moyens, mais en vérité, les vêtements, quand on achète, moi j'achète de la qualité, et par exemple, là, le jean que j'ai, c'est un jean que j'ai depuis 5 ans. Donc c'est des choses, en fait, voilà, moi je pense que quand on achète de la qualité, on n'a pas besoin d'acheter beaucoup. Et surtout, je me suis complètement dépollué psychologiquement de la mode. Moi, j'en ai plus rien à foutre. Ça m'intéresse moins et j'achète, voilà, j'achète peu. Mais bon, encore une fois, je suis loin d'être parfait, hein. Je rappelle toujours et encore. Que pensez-vous de l'empreinte carbone de la Coupe du monde au Qatar? Oui, bah, l'empreinte carbone de la Coupe du monde au Qatar, elle est problématique comme tous les grands événements sportifs qui nécessitent de mettre en compétition des gens qui viennent du monde entier, voilà, que ce soit la Coupe du monde au Qatar, les Jeux Olympiques, peu importe lequel. La Coupe du monde au Qatar, il y a un double problème, c'est les respects des droits humains qu'on connaît tous et tous les morts qu'il y a pu avoir sur les chantiers. Donc cette Coupe du Monde, elle est très problématique, mais je sais pas, la Coupe du Monde en Russie, elle devait sûrement l'être aussi. La Coupe du Monde aux États-Unis et au Mexique dans 4 ans, ça va être des énormes déplacements entre chaque stade, donc elle a aussi ses formes de problématiques. Donc je pense que tous ces événements internationaux sont problématiques. Après, c'est hyper dur de boycotter ça aujourd'hui, bah, déjà parce qu'il y a une passion
populaire, il y a des gens, ils vibrent pour ça, et ça je comprends. C'est pas que là du tout que la faute, et loin de là du téléspectateur ou du fan, c'est la faute de ces instances qui font de leur magouille et ce genre de choses. Donc c'est délicat cette position sur la Coupe du Monde. On l'a bien vu, pas vraiment de la boycott, ça fait des super records d'audience en France, mais effectivement, moi, je la boycotte pas. Enfin, j'ai boycotté les 2 premiers matchs, et hier j'ai regardé le match. Donc je la boycotte pas totalement parce que moi j'adore le foot, mais ouais, effectivement, on est sur un sujet assez clivant. Mais en fait, ce qu'il faut, c'est sûr que les mesures auraient dû être prises il y a plus longtemps, mais en même temps, je pense pas qu'il y a 8 ans on se rendait compte des choses. C'était difficile, même s'il y avait déjà des assos qui alertaient là-dessus, quoi. Donc ouais, l'empreinte carbone de la Coupe du Monde, pour revenir à la question, elle est catastrophique, hein, comme tous ces événements-là. Il faut repenser nos événements, il faut faire des événements plus locaux, il faut faire moins d'événements internationaux. Mais est-ce que ça va pas être simple? Ça, c'est clair, ça va pas être simple. Quelle est la comparaison en émissions CO2 entre un repas maison et un repas à base de produits industriels? Ça, j'ai pas les chiffres pour le coup, je sais pas. Je sais pas du tout, mais je pense que ça doit assez facilement se trouver si vous allez sur les sites de l'ADEME ou même en tapant sur internet, mais pour avoir des sources assez fiables, je vous conseille d'aller sur le site de l'ADEME, qui vraiment, c'est le site du gouvernement, donc ils sont quand même tenus de sortir des chiffres qui tiennent la route. Et donc ils doivent probablement les sortir des rapports du GIEC. Donc voilà, je vous invite à aller voir, mais j'ai pas d'ordre de grandeur là-dessus. Malheureusement, je sais pas. Le projet de mise en place d'un plafond annuel d'émissions de CO2 par foyer, l'arrivée de sanctions en conséquence. Alors ça, c'est un sujet qui est complètement discuté et qui a encore été annoncé sur France Inter là, par Jean-Marc Jancovici quand il était interviewé par Léa Salamé la semaine dernière, de la mise en place de quotas carbone. Je pense qu'on y viendra. Alors c'est dur, hein, de se dire que, par exemple, sur les recommandations du GIEC, pour tenir nos engagements et respecter de réduction des tonnes de CO2 à 2 tonnes d'ici 2050, il faut faire un seul vol long courrier tous les 8 ans et un vol court courrier tous les 3 ans par personne sur Terre. Donc c'est vraiment peu. Parce que malheureusement, l'industrie de l'avion est très carbonée. C'est une industrie qui pèse beaucoup par rapport à son volume de trafic. Et c'est une industrie qu'on ne sait pas décarboner, en fait. On ne saura pas le faire avant. Enfin, toutes les solutions technologiques sont pas viables à grande échelle et elles sont très incertaines. Et c'est pas de moi, hein, c'est même de Supa. Enfin, il y a toute une asso qui s'appelle, je sais plus comment elle s'appelle, Décarbo, je sais plus comment, à Supaéro. C'est tous les ingénieurs sur le sujet qui planchent, et c'est une industrie qui est très compliquée à décarboner. Enfin, après, vous êtes des ingénieurs, donc vous connaissez probablement le sujet mieux que moi. Mais donc malheureusement, oui. Il y aura des plafonds carbone pour l'avion, il y aura sûrement des plafonds carbone pour les voitures, mais encore une fois, autant l'avion, il y a beaucoup de vols qu'on fait par tourisme, donc ça, on peut se limiter. Autant la voiture, elle sert à énormément de gens pour des déplacements professionnels. Donc tant qu'il n'y a pas un maillage solide, notamment dans les zones de campagne, de transport en commun décarboné, bah, c'est compliqué de demander à ces gens de le faire. Donc c'est pour ça qu'il faut aller chercher toujours l'excès. L'excès, il va être que des gens utilisent, j'ai plus les chiffres, mais il y a une stat hallucinante sur le nombre de gens qui utilisent leur voiture pour faire des trajets qui font moins de 5 km ou 2 km. Et il y a énormément de SUV qui circulent en ville, alors qu'il y a un maillage largement suffisant de transport en commun. Alors à Marseille, c'est un peu spécial, mais voilà, donc il faut déjà couper dans l'excès, quoi. Et oui, la prise de conscience générale, je suis pas sûr qu'elle sera suffisante. En fait, dans le sens où moi, je pense pas qu'il faut qu'on convainque tout le monde de devenir écolo. Il faut savoir que les 10% des plus riches sur Terre sont responsables de 50% des émissions de CO2 mondiales. Les 10% les plus riches. Et pour vous donner un ordre d'idée, le SMIC français se trouve dans les 10% les plus riches, vers le bas des 10% les plus riches, mais dans les 10%. Alors bien sûr, il faut ramener ça après au pouvoir d'achat, mais c'est intéressant de se dire que tous les Français, quasiment tous les Français, parce que le SMIG, sont dans les 10% les plus riches. Donc en fait, il va falloir surtout un changement radical des plus riches. Des 1% principalement, mais aussi des 10%. Et pour aller chercher ces gens-là sont souvent éduqués, donc c'est principalement ces gens-là qu'il faut convaincre. Et c'est un peu comme le Covid, on n'avait pas besoin de convaincre tout le monde qu'il fallait mettre un masque et faire des isolements, voilà, des confinements. Il a fallu convaincre une poignée de gens influentes et tout le monde entier a dû s'y mettre.
Donc malheureusement, en fait, le but, c'est pas de convaincre tout le monde, c'est de convaincre les bonnes personnes. Mais comme elles ne bougent pas aujourd'hui, bah, il faut essayer de faire changer les mentalités partout pour que ça finisse par titiller les entreprises, pour que ça finisse par titiller les pouvoirs publics. Et donc, c'est ce que j'essaie de faire à ma petite échelle. Oui, alors bien sûr, c'est les entreprises de changer, c'est au gouvernement de changer, mais c'est encore ce que j'explique. En fait, les entreprises, elles répondent à des marchés, à des modèles économiques et elles changeront pas. Tant que nous, on change pas, tant qu'il n'y a pas une pression et notamment une super pression, bah, désolé, je parlais d'une entreprise, mais c'est quand même, un vrai truc. Aujourd'hui, un levier de pression, c'est, de pas vouloir, se faire recruter par des entreprises parce qu'elles sont pas assez engagées. Donc la fuite des talents, c'est un gros levier. Et je dis pas qu'il faut se barrer des entreprises, mais je dis qu'il faut être exigeant au moment de se faire recruter par les entreprises sur ces questions-là. Et pour être exigeant sur ces questions-là, bah, il faut soi-même être convaincu, quoi. Donc voilà, en fait, bien sûr qu'on y arrivera qu'avec les entreprises et les collectivités, principalement, mais les entreprises sont une somme d'individus et les collectivités sont une somme de votes. Donc il faut, moi en tout cas à mon échelle, j'ai pas le levier pour l'instant, je commence à l'avoir, de changer les entreprises et les pouvoirs publics. Bah, j'ai commencé par la citoyenne et les citoyens qui les composent. Voilà. Mais bon, là maintenant, je progresse parce que la semaine dernière, je suis intervenu au ministère de l'Intérieur. Et là, ça vient de m'ouvrir, ça s'est super bien passé, donc ça va m'ouvrir probablement les portes d'autres ministères. Et là, ça a de l'impact parce que les citoyens que je touche, ils ont aussi des pouvoirs de décision assez impressionnants. Voilà. Quel est votre quotidien? J'ai pas l'impression que vous travaillez. Bah si, en fait, alors moi après, je suis aussi dans la sobriété, dans le sens, pour moi, moins mais mieux, c'est aussi moins travailler et mieux travailler. Donc j'essaye de moins travailler, d'avoir plus de temps pour moi. Moi, je suis contre l'aliénation au travail. Je pense que déjà, plus on enfin voilà, en gros, moi, je préfère travailler, 3-4 jours par semaine et avoir plus de temps pour moi et surtout en fait, j'ai besoin de comme je suis dans la sobriété, j'ai moins de besoins, donc j'ai moins besoin de gagner de l'argent. Donc voilà, c'est comme ça que je me positionne. Donc moi, j'utilise mon temps pour faire mes aventures, pour faire mes défis. Mais ces aventures et ces défis, ben, c'est des vases communicants. Ils servent en fait mes interventions dans les entreprises parce que pour être accueilli dans les entreprises, il faut bien que j'ai une certaine légitimité, bien que j'ai une certaine reconnaissance. Donc en fait, moi, je fais ces aventures, ces défis, toutes ces actions bah, pour après avoir une légitimité pour pouvoir intervenir. Donc tout ça, pour moi, c'est du travail, hein. Même si ça peut paraître être juste du kiff d'aller faire du ski et de la rando, bah, en vérité, c'est utile à mon action d'entreprise. Voilà. Après, je kiffe bien, hein, clairement. Mais je bosse beaucoup, je passe beaucoup de temps aussi voilà, à démarcher les entreprises, à travailler avec elles, etc. Alors les enfants, la question des enfants, c'est une grosse question, mais en fait, le problème, on est 8 milliards d'humains sur Terre. Demain, on sera probablement 10 milliards. Si tous les humains vivent comme un Français, oui, il faut faire moins d'enfants. En fait, il faut faire moins d'enfants riches dans ce cas-là. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut si tous les humains, s'il y a 10 milliards d'humains qui vivent à 2 tonnes de CO2 par an, il n'y a pas de problème. Donc donc faire moins d'enfants, c'est pas la solution dans le sens où c'est là avant tout ce qu'il faut, c'est changer les modes de vie, réduire nos consommations. On peut être 10 milliards en vivant sobrement, il n'y a pas de souci. Par contre, si on est 10 milliards à tous vouloir un mode de vie à l'américaine, là c'est intenable. Les entreprises ont-elles un rôle à jouer en addition de chaque individu? Moi, je pense qu'on en a un peu parlé là. Le projet de mise en place d'un plafond d'émissions de CO2, c'est un peu ce qu'on disait, les quotas CO2, oui, ça fait débat, mais regardez le port de la ceinture dans les voitures. Moi, j'ai pas mal regardé un peu ces petits pivots dans la société. Ça faisait scandale, le port de la ceinture dans les voitures. Ou la fin des cigarettes dans les avions et dans les restaurants et les bars. Les gens étaient contre. Et en fait, oui, ça a fait débat. Maintenant, c'est interdit. Bah, les nouvelles générations, ça leur paraît complètement normal. Et moi, mettre ma ceinture dans ma voiture, qu'il y ait des radars qui me limitent ma vitesse sur la route, bah ouais, avant, ça faisait scandale et aujourd'hui, ça nous paraît normal. Ça nous paraît pas être une privation de liberté parce qu'on voit les bénéfices. On se dit, bah, si ça nous permet d'éviter qu'il y ait moins d'accidents et donc de se tuer pour la ceinture et le radar, bah, tant mieux. Et pour la cigarette, c'est pareil. Si ça nous permet de pas tous choper des cancers parce qu'on est enfermé dans une salle avec des gens qui fument, bah, tant mieux. Donc en fait, la temporalité va aider. Le quota carbone, c'est scandale aujourd'hui, mais dans 20 ans, ce sera accepté. Donc oui, je pense que ça va arriver cette chose. Voilà, oui, la location est très peu démocratique. C'est pas un bon substitut à l'achat de masse. Oui, alors la location, le reconditionné, le seconde main, tout ça c'est utile. Et je suis d'accord que le seconde main et le reconditionné,
enfin, notamment le reconditionner, ça, c'est bien, mais ça, de reconditionner un téléphone, par exemple, qu'on achète sur Back Market, bah, ça demande aussi de l'énergie de le reconditionner. Donc, ce qui serait intéressant, c'est la location. Je suis d'accord, c'est un super modèle. Ce qu'on appelle l'économie de la fonctionnalité, donc l'économie de l'usage. Et il y a une grosse mouvance qui est en train de se mettre en place de faire shifter les entreprises d'une économie de volume à une économie de l'usage. En fait, l'idée, c'est que bah, quand on loue, on a tout intérêt à faire durer les produits, donc on fait ciao l'obsolescence programmée. Et en fait, c'est super rentable la location. Par exemple, Michelin, je crois, ils ont toute une gamme de pneus qui louent au kilomètre. Et ça s'avère être plus rentable que vendre le pneu. Et là, il y a Decathlon qui lance tout un pilote. Vous avez peut-être suivi ça en Belgique, notamment sur la location. Je crois qu'il y a déjà un peu en France aussi, des tentes, des duvets, mais aussi de plein d'autres choses. Donc eux, ils sont à fond là-dedans. Ils travaillent avec une agence que je connais qui fait de l'économie de la fonctionnalité. Et tout le but, c'est de voir bah, comment une entreprise comme Decathlon, qui aujourd'hui fait tout son chiffre d'affaires sur du volume, sur du produit, où le but, c'est que le produit soit le moins cher possible, bah, fasse plus de la qualité et soit rentable sur de l'usage. Donc trouver comment bah, le matériel peut être... donc en fait, dans ce cas-là, l'entreprise a tout intérêt à faire du matériel qui est facilement réparable, puisqu'elle a intérêt à que ce soit réparé et que ça dure. Donc oui, le modèle de location, il est assez vertueux. Alors après, il y a des excès, hein, on l'a vu sur le leasing de voitures, les gens ne veulent pas louer une vieille voiture, il va falloir aussi un peu changer les mentalités, mais il est complètement à démocratiser ce modèle-là. C'est une des réponses à la surconsommation. Voilà, alors la COP27, c'est une empreinte carbone terrible, j'imagine. Je crois qu'il y a eu 400 ou 700 jets privés qui sont rendus sur place. C'était pareil à la COP26, il y a eu 400 jets privés, je crois. Les COP, c'est assez décevant, on va pas se mentir. Il y a une courbe connue là où on voit l'augmentation des émissions de CO2 et tout le long de la courbe, on voit les différentes dates des COP. Et en fait, ça fait que monter. Donc, on se demande vraiment à quoi ça sert, effectivement. Cette année, je crois qu'il y avait genre 680 lobbyistes de l'industrie qui étaient sur place. Et moi, quand j'étais à Glasgow aussi, j'étais dans la zone bleue, là, la zone où il y avait les négociations. Et en fait, il y avait plein de lobbyistes, des industriels et des énergéticiens. Donc, tu es un peu là, mais qu'est-ce qu'ils font à la table, ceux-là, quoi? Genre, en fait, ils sont là pour défendre leur intérêt de leur industrie. Donc, ouais, la COP, c'est un peu décevant, mais ça a un intérêt pour moi, c'est que ça fait du bruit et ça permet de parler du changement climatique et de mettre les projecteurs sur le sujet à l'échelle globale, donc que tout le monde reçoive à peu près le même niveau d'information. Ça permet au rapport de GIEC d'être lu, ce genre de choses, et aux médias de parler du sujet. Pas assez à mon échelle, mais ça quand même, c'est un point d'ancrage qui est intéressant. Après, en termes de résultats, je suis assez déçu, et en termes d'empreinte carbone, c'est clairement catastrophique, quoi. Voilà. De l'empreinte carbone de la conférence d'aujourd'hui. Bah, elle est probablement il y a un peu d'empreinte carbone évidemment, vu que un des leviers de réduction de son empreinte carbone numérique, c'est de couper la vidéo lorsqu'on fait des vidéo calls, quoi, parce que le stream vidéo, c'est quelque chose qui est assez gourmand de données. Mais en fait, il y a quelqu'un qui a formulé ça, j'aime bien cette formule, c'est ce qu'on appelle l'ombre écologique. Moi, j'aime bien ce terme, qui est que certaines choses, certaines actions qu'on fait ne sont pas clean, mais elles sont utiles pour la cause, entre guillemets. Donc, par exemple, si un scientifique prend l'avion pour aller faire des prélevés de calottes glaciaires en Antarctique, et ça permet à la science d'avancer sur la compréhension de l'évolution de notre climat, et ben, le fait qu'il ait pris l'avion, c'est utile pour la lutte contre le changement climatique parce que c'est un vol, voilà, c'est un vol de scientifique qui va faire avancer la connaissance, quoi. Et donc c'est un peu pareil. Moi, je considère que cette conférence, elle est quand même, je sais pas ce que vous en pensez, peut-être pas, mais elle contribue en fait à la prise de conscience, à l'éducation. Donc c'est une sorte de mal pour un bien qu'il y a un peu de pollution et de technologie qui servent à ça. C'est pour ça que je suis pas en train de dire il faut être des Amish dans leur grotte. Et moi, je suis en train de dire il faut modérer, être sobre et être raisonné et en fait bien réfléchir à chacun de nos usages, à quoi ça sert, quoi. Prendre l'avion pour aller faire un EVG 3 jours à Majorque, c'est pas la même chose que prendre l'avion pour aller faire des études de calotte glaciaire en Antarctique. Voilà, il y a différentes balances à avoir, quoi.
Oui, moi aussi, je pense qu'il faudrait organiser, qu'il va falloir sanctionner la FIFA, les JO, tout ça. Enfin, les sanctionner, moi, je discute beaucoup avec le comité des Jeux Olympiques de Paris. Ils se triturent le cerveau parce qu'ils comprennent bien qu'ils ont beau gratter partout. Ce qui a le plus d'impact de loin, c'est le fait de faire venir des sportifs et le public par avion. Tous ces organismes, il va falloir leur mettre la pression pour que demain, on fasse des coupes un peu plus locales. Va falloir repenser un peu les choses et peut-être qu'on en fera encore des événements internationaux, mais ce sera plus cadré, ce sera un peu organisé d'une autre manière pour que on rassemble pas toute la planète au même endroit pendant 15 jours et qu'on ne se fasse pas construire 10 stades pour l'occasion qu'on va en plus laisser à l'abandon derrière, quoi. Donc ça, c'est clair que écologiquement, ça ne doit plus exister. Voilà, on a parlé du pass carbone. Je crois que c'est un peu comme tout à l'heure, pass carbone, pass sanitaire, quota carbone. Précédent strate sociale. Bernard Arnault émet en moins, oui, et alors bien évidemment, c'est ce que je disais en strate sociale. Dans le monde, c'est les 10% des plus riches qui font 50% des émissions de CO2. Les 1%, je ne sais plus ce que c'est, mais c'est énorme aussi. C'est pas dans les 30%, mais je dirais peut-être une bêtise. Donc oui, Bernard Arnault, il a un mode de vie complètement délirant. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous suiviez, mais il a été je ne sais pas s'il a été bloqué ce compte, mais il y a un compte qui s'appelle L'Avion de Bernard, un compte Instagram qui est assez marrant, parce qu'on peut traquer en fait les jets privés des gens. C'est des données publiques qui s'amusent à traquer et c'est juste scandaleux de voir son jet voler partout. Alors son jet, il le prête à des gens, il sert pour le boulot. C'est sûr que Bernard Arnault, il a une boîte de 110 000 personnes et un gros impact économique. Il y a des arguments comme ça. Mais en fait, malgré tout, il peut faire tout ça en diminuant largement son empreinte carbone et puis surtout, au-delà de son empreinte carbone travail, il y a tout son mode de vie de lui et des autres super riches, des yachts, des voitures, des repas luxuriants qui sont de l'excès absolu. Donc ça, oui, ça, il faut que ça change, il n'y a pas débat, quoi. Alors l'idée, c'est pas tant de tuer son industrie. Et d'ailleurs, la sobriété, faire moins mais mieux, c'est un bon vecteur d'accélération de la relocalisation. En fait, si on fait moins mais mieux, si on redistribue plus intelligemment notre pouvoir d'achat dans des choses chères mais beaucoup moins souvent, on peut acheter des choses qui sont donc donc ça donne une marge de fabrication plus importante aux industriels et donc ils peuvent se permettre de les produire en France. Il y a toute une étude assez sérieuse, complètement sérieuse. Alors je ne retrouve plus la source, désolé, je suis en train d'hésiter, il faudrait que je retrouve ça, qui montre que la sobriété est vecteur de relocalisation. Donc il y a un vrai intérêt à faire du moins mais mieux pour relocaliser l'industrie en France. Parce qu'en fait, ce qui tue l'industrie française, c'est pas la décarbonation ou quoi, hein, c'est la compétitivité du coût de la main-d'œuvre, notamment. Nous, on n'est pas du tout compétitifs, et puis de l'économie d'échelle aussi. Alors, que pensez-vous de la mise en place du crédit social en Europe, le pass sanitaire, pass climatique? Donc ça, on en a reparlé, je crois. Enfin, je suis assez d'accord sur un pass climatique, hein. Mais ça peut être un pass écologique même, parce qu'il n'y a pas que le climat, il y a la biodiversité, il y a l'eau, il y a plein d'autres enjeux. Non, alors là, c'est faux de dire que la France n'émet rien en CO2 comparé aux USA et la Chine. Ça, c'est un des discours de l'inaction climatique qui a été débunké, entre guillemets. C'est assez faux, parce qu'en fait, il faut comprendre, déjà, les émissions de CO2, il y a deux manières de les prendre en compte, enfin, il y a deux choses à prendre en compte. Il y a les émissions CO2 historiques. En fait, ce qui compte, c'est les émissions de CO2 depuis le début de la révolution industrielle, depuis 1850. Et si on prend les émissions de CO2 historiques, la France est dans les gros pollueurs, parce que la Chine a commencé à émettre il y a peu de temps. Elle a fait sa révolution industrielle il y a que quelques décennies, alors que nous, on fait partie des premiers à avoir fait notre révolution industrielle, comme les États-Unis. Donc en fait, en cumulé dans ce qu'il y a dans l'atmosphère, aujourd'hui, parce que ça reste plusieurs centaines d'années dans l'atmosphère, la France a une part largement importante, dans les plus gros émetteurs, parce qu'avec l'Angleterre, avec l'Europe, on était les premiers à vivre notre révolution industrielle. Donc dans les émissions historiques, on n'est pas du tout derrière les États-Unis et la Chine. C'est complètement faux. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, avant, on prenait en compte dans les 1% des émissions de la France, quand on disait la France, c'est que 1%, ça, on parle que des émissions sur notre territoire. Or, là, on a refait les calculs en prenant en compte les émissions importées. Et il faut savoir que énormément de produits qui sont fabriqués en Chine sont des produits que nous, on commande en Europe. Donc, en fait, les émissions de ces produits-là, elles sont partagées entre le fabricant et l'importateur. Et donc là, la balance, elle est carrément rééquilibrée
entre la Chine, la France et tous ces pays-là. Donc il faut faire très attention de dire oui, c'est la faute des Chinois, ils sont des milliards. Ouais, mais en fait, c'est nous qui produisons beaucoup là-bas. Et il y a plein d'émissions historiques à prendre en compte. Parce que le climat et l'atmosphère s'en fout de savoir quand ça a été émis. En gros, tout ce qui a été émis dans les 200 dernières années, ça a un impact à l'heure actuelle. Donc il est là le sujet. Voilà, donc ça, il faut faire attention à ce discours-là. Si on ne fait rien, la Terre deviendra comme Vénus dans combien de temps? Je ne sais pas comment est Vénus, je ne sais pas dans combien de temps, mais comme je vous le disais, en 2100, il y aura 3,5 que les projections du GIEC nous disent que par rapport au début de l'ère industrielle, donc 1850, on peut arriver jusqu'à 3,5 à 5 degrés de moyenne de plus. Donc, pour vous refaire la comparaison, à la dernière ère glaciaire, donc avant l'Holocène, il y a 10 000 ans, la Terre, la température moyenne de la Terre, c'était de 10 degrés. Aujourd'hui, la température moyenne de la Terre, elle est de 15 degrés, et on s'oriente vers une température d'ici 2100 à peut-être jusqu'à 20 degrés. Or, à 10 degrés de température moyenne de la Terre, parce qu'on parle bien de température moyenne de la Terre, eh ben, il faut savoir que tout le nord de l'Europe était sous un glacier de 3 km d'épaisseur jusqu'à l'Irlande, que le niveau de la mer était 120 mètres plus bas et que la France, c'était des steppes comme en Russie. Donc imaginez la Terre à plus 5 degrés dans 50 ans. Donc c'est vraiment flippant en fait ce qu'on est en train de faire. Parce que oui, il y a des changements climatiques naturels, des cycles dus au fait de l'inclinaison de la Terre, au fait du soleil, du rythme du soleil, de plein de choses. Mais là, on est en train d'accélérer les choses à une échelle qui n'a même pas été vue. Et apparemment, d'après les scientifiques, d'après les prélèvements, ils disent que ça va plus vite que s'il y a une météorite qui tombe sur la Terre en termes de changement du climat. Donc, il se passe quelque chose d'assez hallucinant. Voilà. Pourquoi le télétravail n'est pas obligatoire? Le télétravail est une des recommandations de l'Agence internationale de l'énergie, qui a fait une certaine liste de mesures de recommandations face à la conjonction des crises climatiques et énergétiques pour cet hiver. Et ils nous disent qu'une des mesures, des leviers pour réduire en fait la facture énergétique, c'est le télétravail. Alors il faut qu'après ça crée d'autres problèmes, ça crée beaucoup de stream et tout ça, donc il faut aussi avoir un usage sobre de ces outils en ligne. Il ne faut pas passer sa journée en conférence, en visio call avec quelqu'un qu'on connaît et qu'on voit déjà. Bien sûr, on peut mettre la vidéo au début, mais peut-être pas tout le temps. Mais oui, le télétravail est un des gros leviers avec la réduction de la vitesse sur les routes pour réduire notre empreinte énergétique, donc pour réduire notre empreinte carbone, et ça devrait être beaucoup plus imposé. Il faudrait qu'il y ait un certain nombre de jours imposés par semaine. Voilà. Alors après, c'est important quand même d'avoir des jours au bureau parce qu'on sait aussi que le télétravail, c'est la rupture des liens sociaux. Il y en a beaucoup qui ont déprimé pendant le Covid quand ils étaient que en télétravail. Donc encore une fois, il faut y aller de manière modérée, un peu hybride. Demain, on sera 10 milliards. Voilà, je pense que j'ai répondu à beaucoup de questions.